La brume matinale s'accrochait aux landes de Plougastel, comme un linceul grisâtre aux couleurs mourantes. J'avais quitté mon appartement parisien à l'aube, le cœur battant d'une angoisse sourde que je n'arrivais pas à nommer. Ma Mercedes ronronnait sur l'autoroute bretonne, mais mes mains tremblaient imperceptiblement sur le volant. La lettre reposait sur le siège passager, 3 mots griffonnés de la main mourante de grand-père Yann. « Elle te cherche ». Ces quelques syllabes avaient suffi à bouleverser ma vie ordonnée de médecin parisien. J'avais tout quitté, mes patients, mon cabinet moderne du 16e arrondissement, mes conférences longues à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, pour répondre à cet appel mystérieux. Le manoir de Kermorgant se dressait devant moi, dans toute sa splendeur gothique décadente, ses pierres noircies par 3 siècles de tempêtes atlantiques. Les tourelles pointues perçaient le ciel bas comme des lances menaçantes, et les gargouilles sculptées sur les gouttières semblaient me toiser avec un mépris séculaire. Cette demeure ancestrale portait en elle le poids de tous les secrets de ma lignée. Mes pieds crissaient sur les graviers de l'allée, tandis que j'approchais de la porte massive, ornée de ferrures rouillées. Les volets clos des fenêtres ressemblaient à autant d'yeux aveugles, scrutant mon approche avec une malveillance latente. J'avais quitté cette demeure 20 ans plus tôt, jurant de ne jamais y revenir, fuyant les superstitions et les légendes qui imprégnaient chaque pierre. L'intérieur sentait la cire d'abeille et l'encaustique, mélangés aux effluves plus troublants de renfermés et de temps qui passent. Les portraits d'ancêtres, au regard sévère, tapissaient les murs du grand hall, leurs yeux semblant me suivre à chacun de mes pas. Leurs visages portaient tous cette même expression, grave et méfiante, comme s'ils gardaient jalousement des secrets indicibles. Grand-père Yann gisait dans son lit, à baldaquin, du 1er étage, le souffle court et sifflant. Ses mains décharnées agrippaient les draps brodés, comme s'il luttait contre une force invisible, tentant de l'arracher à ce monde. Ses yeux, autrefois d'un bleu perçant, avaient pris la couleur laiteuse de ceux qui contemplent déjà l'au-delà. La chambre embaumait un mélange troublant de laudanum et de mort imminente. « Tu es venu, Erwan », murmura-t-il en breton, sa langue natale qu'il n'avait jamais abandonnée malgré mes supplications d'enfant. Sa voix n'était plus qu'un souffle rauque, comme le vent d'hiver dans les cheminées du manoir. Il tourna vers moi un regard où se mêlaient lucidité et terreur, une expression que je n'avais jamais vue sur son visage de patriarche. « Que signifie cette lettre ?» demandai-je en m'agenouillant près de sa couche, posant ma main de médecin sur son front brûlant de fièvre. L'odeur de la mort imprégnait déjà la pièce, se mêlant aux senteurs marines qui montaient des grèves proches. Une bougie vacillait sur la table de nuit, projetant des ombres dansantes sur les murs tendus de tapisseries fanées représentant des scènes de chasse médiévales. Les yeux de grand-père se fixèrent sur moi, avec une intensité troublante qui me rappela soudain les nuits d'enfance où il me racontait les légendes bretonnes. « La Groac'hiu de Toulandaoulin », chuchota-t-il, d'une voix où perçait une terreur ancestrale. Elle n'a jamais oublié le pacte rompu par ton arrière-grand-père Loïc. 3 générations ont passé, mais sa colère demeure intacte, comme les pierres de ce manoir. Je sentis un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale, remontant jusqu'à la nuque, comme les doigts spectres d'un mort. Les histoires de Groac'h, ces sorcières des eaux bretonnes au pouvoir redoutable, avaient bercé mon enfance de cauchemars délicieux. Mais j'avais relégué ces superstitions
au rang de folklore paysan en gagnant Paris pour mes études de médecine, croyant naïvement que la science pourrait exorciser les démons de ma terre natale. Grand-père toussa violemment, crachant un peu de sang sur l'oreiller blanc immaculé. Sa respiration se faisait de plus en plus laborieuse, comme s'il luttait contre une étreinte invisible. En 1847, Loïc était pêcheur à Brest, dans le quartier de recouvrance où règnent la misère et l'alcool. Une nuit de tempête particulièrement violente, alors que les éléments déchaînés interdisaient toute sortie en mer, il aperçut une femme d'une beauté surnaturelle sur les rochers noirs de Toulandaoulin. La flamme de la bougie vacilla comme si une présence invisible avait soufflé dessus, créant des jeux d'ombres inquiétants sur les visages graves des portraits ancestraux. J'ajustai ma veste de laine, bien que la pièce ne fût pas particulièrement froide. Dehors, le vent commençait à se lever, gémissant dans les cheminées multiples du vieux manoir, comme les plaintes d'âmes en peine. Ses cheveux verts ondoyaient dans le vent comme des algues marines, et sa peau avait la pâleur translucide de l'écume, continua grand-père, sa voix devenant de plus en plus faible, mais étrangement mélodieuse. Elle était vêtue d'une robe tissée d'écailles et de coquillages, et ses yeux avaient la couleur changeante de l'océan partant de tempête. Loïc fut envoûté par cette apparition qui défiait toutes les lois de la nature. Un coup sourd résonna quelque part dans la maison, comme si quelqu'un avait heurté une porte ou fait tomber un meuble lourd. Je tendis l'oreille, tous mes sens en alerte, mais seul le silence, oppressant, me répondit. La nuit tombait rapidement sur les landes désolées, et les ombres s'épaississaient dans la chambre comme une marée noire. Elle lui promit un trésor caché dans sa grotte sous-marine en échange d'un service qui paraissait simple, reprit grand-père en fermant les yeux, comme s'il revivait ces événements maudits à travers les récits transmis de génération en génération. Loïc devait lui apporter, à chaque pleine lune pendant 7 ans, le premier-né de chaque famille du village. Elle prétendait vouloir les transformer en serviteurs dorés pour son palais aquatique, leur promettant une éternité de bonheur sous les flots. Mon sang se glaça dans mes veines, et ma formation médicale ne put rien contre l'horreur primitive qui s'emparait de moi. Et il a accepté? La question sortit de mes lèvres dans un souffle horrifié. L'idée qu'un de mes ancêtres ait pu commettre de tels actes me révulsait au plus profond de mon être, remettant en question tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Grand-père hocha péniblement la tête, ses cheveux blancs, épars sur l'oreiller brodé aux armes des Kermorgant. La pauvreté le rongeait comme un cancer. Sa femme venait d'accoucher d'un fils chétif, et il n'avait rien à manger depuis 3 jours. L'hiver de 1847 fut particulièrement rude, et la pêche n'avait rien donné depuis des semaines. La Groache lui montra des coffres, emplis d'or brillant et de perles nacrées, promettant de le rendre plus riche que le seigneur de Kergonan lui-même. Je me levai pour allumer une autre bougie, troublé par ces révélations qui ébranlaient mes certitudes. Mes mains tremblaient légèrement en approchant l'allumette de la mèche de cire. La flamme jaillit, mais au lieu d'éclairer davantage la pièce, elle sembla aspirer la lumière environnante, créant des zones d'ombre plus profondes encore. Loïc succomba à la tentation, aveuglé par la détresse et l'amour désespéré qu'il portait à sa famille, murmura grand-père d'une voix à peine audible. Il signa le pacte de son sang sur un parchemin fait d'algues tressées, scellant ainsi le destin maudit de sa descendance. La Groache lui remit alors une bourse remplie d'écus d'or qui ne s'épuiserait jamais, à condition qu'il respecte scrupuleusement les termes de leur accord diabolique.
Un grincement sinistre retentit dans l'escalier, comme si quelqu'un montait lentement les marches de chêne, en faisant délibérément craquer le bois ancien. Mes nerfs se tendirent comme des cordes de violon. « Il y a quelqu'un d'autre dans la maison ?» demandai-je d'une voix que je m'efforçais de garder calme. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'on pouvait l'entendre dans tout le manoir. Grand-père secoua la tête avec effort, ses yeux laiteux fixés sur un point invisible au-dessus de mon épaule. « Elle vient », souffla-t-il d'une voix d'outre-tombe. Pendant 6 mois, il tint sa parole maudite. Chaque pleine lune, un enfant disparaissait mystérieusement du village. Les familles accusaient les loups des Landes, les gens du voyage, ou parfois les soldats en garnison à Brest. Personne ne soupçonnait Loïc, ce pêcheur respecté de tous, père de famille, aimant et croyant fervent. La température de la pièce chuta brusquement, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres sur la nuit glacée. Mon souffle formait des nuages de vapeur dans l'air soudain polaire. Les vitres de la fenêtre se couvrirent de givre en quelques secondes, bien que nous fussions au mois de juin. Une odeur d'algues pourries et de vases marines envahit soudain l'espace confiné de la chambre. Mais au 7e mois, le destin frappa à sa porte comme un créancier impitoyable, murmura grand-père, et ses paroles semblaient résonner étrangement dans la pièce devenue glaciale. L'agroaque exigea qu'il lui amène son propre fils nouveau-né, mon père Corentin, âgé de seulement 6 mois. C'était le prix final du pacte, celui qu'elle avait toujours prévu d'exiger depuis le début. Loïc réalisa alors l'horreur absolue de ce qu'il avait fait par cupidité et désespoir. L'angoisse m'étreignait la gorge comme une main invisible. Mes connaissances médicales ne servaient à rien face à cette terreur primitive qui remontait des tréfonds de mon être. « Il a refusé ?» demandai-je, bien que la réponse fût évidente. Grand-père acquiesça faiblement, chaque mouvement de tête semblant lui coûter un effort surhumain. Il brisa le pacte cette nuit-là, gardant son fils mais s'exposant à la colère éternelle de la sorcière des eaux. Continua-t-il d'une voix de plus en plus ténue. L'agroache poussa un hurlement de rage qui fit trembler les falaises de granit et détruisit plusieurs bateaux ancrés dans le port de Brest. Elle jura que sa vengeance s'abattrait sur la descendance de Loïc jusqu'à la 3e génération, que chaque mâle de sa lignée périrait avant d'avoir donné lui-même un héritier à sa famille. Un rire cristallin et mélodieux résonna soudain quelque part dans la maison, écho lointain et troublant, remontant peut-être des caves voûtées ou des combles poussiéreux. Ce son d'une beauté troublante me glaça jusqu'aux os, car il n'avait rien d'humain. Grand-père blêmit encore davantage, sa peau prenant la teinte cireuse de la cire vierge. « Elle est proche », murmura-t-il d'une voix si faible que je dus me pencher pour l'entendre. « Tu dois partir, maintenant », reprit-il avec un sursaut d'énergie désespérée. « Gagne l'église de Plougastel avant l'aube, l'eau bénite, et les prières du père Kérivin pourront peut-être te protéger de son courroux. Mais souviens-toi, elle peut prendre n'importe quelle apparence, celle d'une femme séduisante, d'un enfant innocent, ou même celle de quelqu'un que tu connais et que tu aimes. Ne fais confiance à personne après le coucher du soleil. » Sa phrase resta en suspens, tandis que sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. Ses yeux se révulsèrent et soudainement, ne laissant voir que le blanc nacré, et sa tête retomba lourdement sur l'oreiller brodé. Un dernier souffle s'échappa de ses lèvres, entr'ouvertes, puis ce fut le silence de mort. Je posai ma main tremblante sur son front déjà froid.
récitant machinalement une prière apprise dans mon enfance, mais à demi oubliée. Mais je n'eus pas le temps de pleurer sa mort ou de me recueillir sur sa dépouille. Un bruit d'eau qui ruisselle résonna distinctement dans l'escalier, comme si quelqu'un montait les marches, entraînant derrière soi un sillage liquide. L'odeur marine devenait de plus en plus forte, mêlée à des senteurs écœurantes de poissons en décomposition et d'algues pourrissantes. Je glissai précipitamment la main sous l'oreiller de grand-père et trouvai ce qu'il m'avait promis, un petit objet enveloppé dans un tissu moisi aux armes de la famille. En dépliant l'étoffe, je découvris une longue épine d'ivoire, jaunâtre, gravée de symboles que je ne parvenais pas à déchiffrer. La dent de narval bénie par saint Corentin, avait-il murmuré. L'objet dégageait une étrange chaleur dans ma paume, comme si une énergie mystérieuse l'habitait et pulsait au rythme de mon cœur affolé. Je me dirigeais vers la fenêtre, écartant les lourds rideaux de velours rouge pour scruter la nuit bretonne. La lune était presque pleine, baignant la lande d'une lumière blafarde et inquiétante. Au loin, je distinguais la silhouette rassurante de l'église de Plougastel, son clocher pointu se découpant contre le ciel étoilé. Il me faudrait traverser 3 kilomètres de lande désolée pour l'atteindre. 3 kilomètres de terre hantée par les légendes et les superstitions. Les bruits aquatiques se rapprochaient inexorablement dans le couloir, accompagnés maintenant d'un clapotis régulier, comme celui de petites vagues léchant le rivage. J'entendais distinctement le bruit de l'eau qui s'infiltrait sous les portes, imbibant les tapis perçants et s'écoulant le long des marches de marbre. Une voix féminine s'éleva soudain, d'abord lointaine, puis de plus en plus proche, fredonnant une mélopée dans une langue que je ne connaissais pas, mais qui évoquait le chant des sirènes. J'ouvris la fenêtre et enjambai le rebord, sentant le vent marin fouetter mon visage et ébouriffer mes cheveux. La chute jusqu'au sol ne représentait que 3 mètres, mais dans ma précipitation, mes jambes se dérobèrent sous moi à l'atterrissage. Une douleur fulgurante traversa ma cheville gauche, me rappelant brutalement que je n'étais plus le gamin agile d'autrefois qui grimpait aux arbres et sautait des murets de pierres sèches. Derrière moi, la porte de la chambre de grand-père s'ouvrit lentement, dans un grincement lugubre qui résonna dans toute la maison endormie. Une lumière verdâtre et phosphorescente filtra par l'ouverture, projetant des reflets mouvants et surnaturels sur les murs du couloir. La mélopée se transforma en un chant plus insistant, plus envoûtant, qui semblait venir de partout à la fois et nulle part en particulier. Je me relevai en boitillant et me mis à courir vers l'église, ignorant la douleur lancinante qui irradiait dans ma jambe. La lande s'étendait devant moi, parsemée de rocs granitiques millénaires et de buissons d'ajoncs aux épines acérées. Mes pieds s'enfonçaient dans la terre spongieuse gorgée d'humidité, et chaque pas était une torture pour ma cheville blessée. Mais la terreur me donnait des ailes, et j'avançais malgré la souffrance. Un bruit d'éclaboussure retentit derrière moi, comme si quelqu'un sortait d'un bassin ou d'une piscine. Je me retournai malgré moi et vis une silhouette féminine se découper dans l'encadrement de la fenêtre ouverte du manoir. Ses cheveux verts flottaient dans un vent qui ne soufflait que pour elle, ondulant comme des algues dans un courant sous-marin. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle et sa peau avait la translucidité troublante de l'eau de mer sous la lune. Elle ne sembla pas sauter par la fenêtre comme l'aurait fait un être humain normal, mais plutôt glisser le long du mur de pierre comme une coulée d'eau vivante. Ses pieds
ne touchait pas le sol. Elle flottait à quelques centimètres au-dessus de la terre, laissant derrière elle un sillage brillant d'algues phosphorescentes et de coquillages nacrés qui s'évanouissaient au bout de quelques secondes. Ma course devint frénétique, alimentée par une terreur ancestrale qui remontait aux origines de ma lignée. L'adrénaline masquait temporairement la douleur de ma cheville, mais je savais que je ne pourrais maintenir ce rythme d'enfer très longtemps. Le clocher de l'église semblait s'éloigner au lieu de se rapprocher, comme si la distance se distendait par quelque magie maléfique. La voix de la Groaque s'éleva derrière moi, plus mélodieuse encore que précédemment, d'une beauté si parfaite qu'elle en devenait douloureuse. Elle chantait en breton ancien, et bien que je ne comprisse pas toutes les paroles, le sens général m'apparaissait clairement. Elle me promettait des merveilles sous-marines, des palais de corail rose et des jardins d'anémones multicolores. Si seulement je cessais de fuir et me retournais vers elle, si seulement j'acceptais de la suivre dans son royaume aquatique. La tentation était réelle et presque irrésistible. Une part de moi voulait s'arrêter, faire volte-face et contempler cette créature d'une beauté surnaturelle qui me promettait l'éternité. Mon esprit rationnel de médecin luttait contre cette attraction morbide, mais la dent de narval dans ma poche pulsait d'une chaleur protectrice, me rappelant le danger mortel que représentait cette apparition trompeuse. Je trébuchais sur une racine d'ajonc particulièrement sournoise et m'étalais de tout mon long sur le sol humide et spongieux. La terre sentait la tourbe et la décomposition végétale, mélangées aux embruns salés qui montaient de l'océan proche. Mes mains s'écorchèrent sur les cailloux pointus et les épines, et ma cheville protesta douloureusement. Derrière moi, le rire cristallin de la Groaque tinta comme des clochettes d'argent dans la nuit bretonne. En me relevant péniblement, j'aperçus quelque chose qui me glaça le sang dans les veines. Des flaques d'eau de mer apparaissaient mystérieusement sur la lande normalement sèche, formant un chemin liquide et phosphorescent qui menait droit vers moi. L'eau bouillonnait et scintillait d'une lumière verdâtre maladive, comme si elle était habitée par des créatures invisibles et malveillantes. Je repris ma course claudicante, mais les flaques se multipliaient autour de moi, avec une régularité inquiétante. Bientôt, je barbotais dans une étendue aquatique qui m'arrivait aux chevilles, trempant mes chaussures de ville et le bas de mon pantalon. L'eau était glacée et salée, chargée de particules d'algues visqueuses qui s'accrochaient à mes jambes comme des tentacules. La mélopée de la Groaque changea de tonalité, devenant plus impérieuse et plus hypnotique. Je sentis mes jambes se ralentir malgré ma volonté farouche de lui échapper. Une fatigue surnaturelle s'abattait sur moi, comme si l'eau aspirait progressivement mes forces vitales et ma résistance. Mes paupières s'alourdissaient dangereusement, et des visions de palais sous-marins aux beautés indicibles dansaient dans mon esprit embrumé. C'est alors que retentit le premier coup de l'Angélus de minuit, sonné par les cloches vénérables de l'église de Plougastel. Les notes, graves et solennelles, égrenaient leur mélodie sacrée dans la nuit bretonne, portée par le vent marin jusqu'aux landes désolées. Ce son familier et rassurant rompit instantanément l'enchantement qui m'engourdissait l'esprit. Je serrai convulsivement la dent de narval dans ma main et puisai dans ses dernières forces protectrices. L'eau reflua brusquement, comme aspirée par une marée invisible et brutale. La Groaque poussa un cri de rage et de frustration qui fit vibrer l'air nocturne et effraya les oiseaux marins nichés dans les falaises. Sa forme parfaite commença à se dissoudre, redevenant brume et écume blanchâtre.
mais sa voix porta jusqu'à moi une dernière menace chargée de colère séculaire. « Tu m'échappes cette nuit, descendant maudit de Loïc, mais la lune sera pleine demain soir, et mon pouvoir grandit avec les marées d'équinoxe. » Je courus jusqu'à l'église, poussé par une énergie désespérée et les derniers sursauts de l'adrénaline. Le portail de bois sculpté se dressait devant moi, orné de saints bretons au visage sévère mais bienveillant. Mes mains tremblaient violemment en poussant le lourd battant de chaîne, mais il céda enfin dans un grincement familier. L'intérieur de l'église m'accueillit dans ses ombres protectrices et rassurantes. L'odeur d'encens et de cierge me rassura immédiatement, chassant les dernières images de cauchemar qui hantaient mon esprit. Les murs de granit suintaient d'une paix séculaire, et les vitraux gothiques filtraient la lumière de la lune en reflets multicolores, apaisants. Je m'agenouillais devant l'autel, sous le regard bienveillant de saint Corentin, patron de la Bretagne. La statue du saint semblait presque vivante dans la lueur vacillante des bougies d'offrande. Je récitais toutes les prières de mon enfance, puisant dans des souvenirs que je croyais oubliés, mais qui refaisaient surface dans cette heure de détresse. Les Ave Maria et les Pater Noster, en breton, se mêlaient aux oraisons latines apprises durant mes années de séminaire, avant que je ne choisisse la médecine plutôt que l'Église. Chaque mot prononcé semblait renforcer la barrière invisible qui me protégeait des forces maléfiques de la nuit. Le père Kérivin me trouva au petit matin, prostré devant l'autel, la dent de narval serrée dans ma main crispée. Ce vieil homme au visage buriné par les embruns et les années de ministère dans cette région reculée connaissait toutes les légendes de la côte bretonne. Ses yeux perçants brillaient d'une sagesse ancienne et d'une foi inébranlable. Quand je lui relatai les événements de la nuit, il hocha gravement sa tête chenue. « La malédiction des Kermorgant », murmura-t-il d'une voix grave, où perçait une compassion sincère. « Votre grand-père m'en avait parlé il y a bien des années, lors d'une confession particulièrement troublée. Il espérait que la malédiction s'arrêterait avec lui, que sa foi et ses prières suffiraient à protéger sa descendance. Hélas, certaines forces sont plus anciennes que notre religion, et leurs racines plongent plus profond dans la terre bretonne que nos fondations chrétiennes. » Nous enterrâmes grand-père Yann 3 jours plus tard, dans le cimetière attenant à l'église, selon ses dernières volontés, exprimées dans un testament holographe, découvert dans son secrétaire. La cérémonie fut simple et émouvante, à l'image de cet homme qui avait toute sa vie lutté contre les démons de sa lignée. Seuls quelques villageois âgés y assistèrent, témoins muets d'une époque révolue, où les légendes bretonnes faisaient encore partie intégrante du quotidien. Mais je ne pouvais rentrer à Paris et reprendre ma vie d'avant. La menace de la Groaque pesait sur moi comme une épée de Damoclès, et je savais qu'elle tiendrait sa promesse de vengeance. Le père Kérivin me proposa de rester quelques jours au presbytère, le temps de trouver une solution, ou du moins de comprendre l'étendue de la malédiction qui frappait ma famille. Dans sa bibliothèque poussiéreuse et bien fournie, nous fouillâmes d'anciens grimoires et des recueils de folklore breton. Les ouvrages consultés révélaient un monde oublié où se mêlaient christianisme et paganisme, où les saints côtoyaient les fées et où chaque fontaine abritait sa divinité locale. Les Groaques occupaient une place particulière dans ce panthéon hybride, être à mi-chemin entre les anciennes déesses celtiques et les sorcières du folklore populaire. Leur pouvoir était immense, mais limité par des règles précises, des interdits qu'un homme sage pouvait exploiter.
C'est dans un manuscrit du XIVe siècle, rédigé par un moine de l'abbaye de Daoulas, que nous trouvâmes enfin une piste prometteuse. Pour rompre un pacte avec une Groakch, y était-il écrit en latin médiéval d'une écriture gothique serrée. Il faut retourner à la source du mal et offrir en échange ce qui fut refusé jadis. Mais attention, car le prix peut être plus lourd que prévu, et le remède parfois pire que le mal lui-même. Que signifie cette énigme ? Demandai-je au père Kérivine, montrant du doigt les phrases sibyllines du manuscrit jauni. Il réfléchit longuement, caressant sa barbe grisonnante, avant de répondre d'une voix pesée. « Votre arrière-grand-père a refusé de donner son fils à la Groakch pour compléter le pacte maudit. Peut-être faut-il que vous vous rendiez à Toulandaoulin pour négocier avec elle, pour tenter de racheter la faute de votre ancêtre. Mais ce serait d'une extrême dangerosité, mon fils. » L'idée me terrifia au plus profond de mon être, réveillant des peurs primitives que ma formation scientifique ne pouvait appréhender. Mais je n'avais guère le choix si je voulais briser cette malédiction et retrouver une vie normale. La nuit suivante, je sentis à nouveau la présence de la créature rôder autour de l'église, testant les défenses sacrées du lieu consacré. Ces chants d'outre-mer résonnaient dans mes rêves agités, et des flaques d'eau salée apparaissaient mystérieusement sur le sol du presbytère au réveil. Je passai la journée suivante à me préparer mentalement et spirituellement à cette confrontation. Le père Kérivin me donna une fiole d'eau bénite puisée à la source miraculeuse de Sainte-Anne d'Auray, ainsi qu'un chapelet béni par l'évêque de Quimper en personne lors de sa dernière visite pastorale. Ces protections ne dureront pas longtemps face à une créature si ancienne et si puissante, m'avertit-il avec la gravité d'un confesseur. Mais elle pourrait vous donner le temps nécessaire pour parlementer avec elle. Toulandaoulin se situait à 15 km de Plougastel, sur une côte sauvage et déchiquetée, battue en permanence par les tempêtes atlantiques. Je m'y rendis en voiture au coucher du soleil. Ce moment magique où les créatures surnaturelles gagnent en puissance et où la frontière entre les mondes devient plus poreuse. La route serpentait entre landes et bois de pins maritimes, longeant des chaos granitiques millénaires sculptés par les éléments. Le site était encore plus impressionnant et inquiétant que dans mes souvenirs d'enfance, embrumés par le temps. D'énormes rochers noirs se dressaient face à l'océan démonté, sculptés par les vagues en forme fantastique, évoquant des monstres pétrifiés. Entre eux s'ouvrait une grotte profonde et mystérieuse que la marée haute emplissait d'eau bouillonnante et phosphorescente. C'était là que résidait la Groakch, selon toutes les légendes locales. Je descendis le sentier abrupt et glissant qui menait à la crique isolée, mes pas résonnant sur les galets humides, couverts d'algues et de coquillages brisés. L'air marin, chargé d'embrun et d'iode, me fouettait le visage, apportant avec lui des senteurs de varech et de mystère. Au loin, le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon, embrasant le ciel de reflets cuivrés et dorés qui se reflétaient sur les eaux agitées. La marée était basse, découvrant l'entrée béante de la grotte comme une gueule prête à avaler les imprudents. Je m'en approchais lentement, la dent de narval dans une main et la fiole d'eau bénite dans l'autre, mes deux talismans dérisoires face à la puissance millénaire qui m'attendait. L'obscurité de la caverne semblait palpiter d'une vie propre, et des gouttes d'eau tombaient de la voûte rocheuse avec un écho lugubre et régulier. « Groakch de Toulandaoulin », appelai-je d'une voix que j'espérais ferme,
mais qui tremblait malgré moi. Je suis Erwan de Kermorgant, descendant de Loïc le pêcheur de Brest. Je viens négocier avec toi, honorer la dette de mon ancêtre ou trouver un arrangement équitable. » Ma voix se répercuta dans les profondeurs rocheuses, semblant réveiller des échos endormis depuis des siècles dans les entrailles de la terre bretonne. Un long silence répondit à mon appel, troublé seulement par le bruit lointain des vagues sur les récifs et le vent dans les anfractuosités du granit. Puis, lentement, l'eau de la grotte commença à phosphorer d'une lueur verdâtre et hypnotique. Une luminosité surnaturelle illumina progressivement les parois suintantes, révélant des formations coralliennes impossibles à cette latitude, des jardins d'anémones qui ondoyaient dans un courant inexistant, et des poissons aux couleurs irréelles qui nageaient en bancs serrés. Elle émergea des profondeurs comme une vision d'un autre monde, d'un univers où les lois de la physique n'avaient pas cours. Sa beauté était encore plus saisissante et troublante que dans mes souvenirs de la nuit précédente. Ses cheveux verts flottaient autour de son visage d'une pâleur nacrée, et ses yeux avaient la couleur changeante de l'océan par temps de tempête. Sa robe semblait tissée d'écume et d'algues précieuses, ornées de coquillages nacrés et de perles d'une grosseur surnaturelle. Enfin, dit-elle d'une voix qui évoquait le murmure des vagues sur les galets et le chant du vent dans les voiles. Le dernier des Kermorgans vient à moi de son plein gré. Ton arrière-grand-père avait moins de courage et moins d'honneur. Il a préféré se terrer dans sa masure de pêcheur plutôt que d'affronter les conséquences de sa trahison et de son parjure. Mais toi, au moins, tu es venu. » Je serrai la dent de Narval, puisant dans sa chaleur protectrice le courage qui me manquait face à cette créature d'une beauté terrifiante. Le pacte qu'il a passé avec toi était monstrueux et contraire à toutes les lois divines et humaines, dit Xuanzang, d'une voix qui tremblait malgré mes efforts pour la contrôler. Aucun père digne de ce nom n'aurait livré son enfant innocent à une créature telle que toi, même pour sauver sa propre famille de la misère. Un rire cristallin s'éleva de sa gorge, faisant teinter les coquillages qui ornaient les parois de la grotte et créant une mélodie d'une beauté surnaturelle. « Monstrueux ?» répéta-t-elle avec un sourire qui dévoilait des dents d'une blancheur éclatante. « Mais c'est lui qui est venu me supplier à genoux sur ces rochers, lui qui a accepté mes conditions en toute connaissance de cause, les yeux brillants de cupidité. J'ai tenu scrupuleusement ma part du marché. Il a eu ses coffres d'or qui ne se vidaient jamais. Mais il a rompu le sien quand le prix lui a paru trop élevé. L'eau autour de ses pieds se mit à bouillonner plus violemment, créant des remous phosphorescents qui éclairaient la grotte d'une lumière fantomatique. Des formes indistinctes nageaient dans les profondeurs obscures, et je crus apercevoir des visages d'enfants aux yeux vides et tristes qui me regardaient avec une expression de reproche muet. Mon cœur se serra en pensant à tous ces innocents sacrifiés à la cupidité et au désespoir de mon ancêtre. Je ne peux défaire le mal qu'il a causé, ni ressusciter les morts, dis-je avec difficulté, luttant contre l'attraction hypnotique de son regard. Mais je peux essayer de réparer sa faute et d'honorer la dette familiale. Que veux-tu en échange de la levée définitive de cette malédiction qui pèse sur ma lignée? La Groache s'approcha de moi, en glissant sur l'eau, et je sentis le froid glacial et surnaturel qui émanait de son corps d'apparence humaine. « Ce qui m'était dû jadis et qui m'a été refusé, répondit-elle en tendant vers moi
une main aux ongles nacrés et effilés comme des lames. La descendance de Loïc le parjure, mais je suis généreuse dans ma clémence. Au lieu de prendre ton fils, comme prévu initialement dans le pacte originel, je me contenterai de toi. Viens avec moi dans mon palais, sous-marin. Tu y découvriras des merveilles que nul mortel n'a jamais contemplées, des beautés qui défient l'imagination humaine. L'offre était tentante d'une manière troublante et presque irrésistible. À travers la grotte illuminée, je distinguais effectivement un palais fantastique fait de coraux multicolores et de nacres brillantes. Des jardins d'algues aux teintes impossibles ondoyaient dans le courant, peuplés de créatures marines, féeriques, aux formes délicates. Une existence éternelle dans ce royaume aquatique valait-elle mieux qu'une mort certaine sous les griffes de cette créature vengeresse? Mais les visages des enfants disparus me rappelèrent brutalement la réalité et l'horreur de la situation. Et si je refuse, demandai-je, bien que la réponse fût prévisible. La Groache sourit, dévoilant des dents d'une blancheur éclatante qui contrastait avec ses lèvres bleutées par le froid éternel des abysses. Alors la malédiction continuera sa course inexorable. Tes enfants et les enfants de tes enfants périront un à un jusqu'à ce que ta lignée s'éteigne dans la douleur et le désespoir. C'est alors que j'eus une inspiration soudaine, peut-être soufflée par l'esprit de grand-père ou par une grâce divine. Tu dis vouloir ce qui t'était dû jadis selon les termes du pacte original, mais Loïc n'avait qu'un seul fils à t'offrir en 1847. Or, sa descendance compte désormais des dizaines d'individus répandus à travers la Bretagne et au-delà. La dette s'est multipliée au fil des générations, non. La Groache fronça ses sourcils nacrés, intrigué par mon raisonnement inattendu. En prenant un seul d'entre nous, tu ne récupères qu'une fraction dérisoire de ce qui t'est dû selon les lois de l'équité, continuai-je, priant intérieurement pour que ma logique tordue pût fonctionner. Mais si tu acceptes de lever définitivement la malédiction sur toute ma lignée, je peux t'offrir quelque chose de bien plus précieux qu'une simple vie humaine, quelque chose qui décuplera ta puissance et étendra ton domaine bien au-delà de cette simple crique. Ses yeux s'étreissièrent dangereusement, brillant d'une lueur cupide qui rappelait celle de mon ancêtre face à l'or promis. Quoi donc, mortel présomptueux qui ose marchander avec les puissances de l'océan? Je sortis lentement la dent de narval de ma poche, prenant soin de ne pas la laisser toucher l'eau salée. Elle émit une lueur dorée au contact de l'air marin, et la Groache recula instinctivement, une expression de convoitise visible sur ses traits parfaits. « Ceci, dis-je en brandissant la relique sacrée, la dent de narval bénie par saint Corentin lui-même, le patron de la Bretagne. Elle contient une parcelle du pouvoir divin, une étincelle de la puissance qui a créé les océans et commandé aux tempêtes. Avec elle, tu pourrais étendre ton domaine bien au-delà de ces côtes bretonnes. » La créature observa l'objet avec une convoitise de plus en plus visible et ardente. Cette relique me permettrait d'étendre mon empire sur tous les océans bretons et de soumettre mes sœurs rivales des autres côtes, murmura-t-elle, et je perçus dans sa voix une ambition terrible et dévorante. Avec elle, je pourrais conquérir les eaux de Cornouailles, défier la dame du lac d'Armorique et peut-être même étendre mon pouvoir jusqu'aux côtes normandes. Ses yeux brillèrent d'une lueur fanatique qui me rappela les conquérants de l'histoire face à de nouveaux territoires à soumettre. Alors,
Marché conclu, demandai-je en tendant prudemment la dent vers elle, sans toutefois la mettre à sa portée immédiate. Cette relique contre la levée définitive et éternelle de la malédiction pesant sur ma famille et toute sa descendance future. Plus jamais aucun descendant de Loïc ne sera inquiété par toi ou tes serviteurs. Plus jamais aucun pacte ne pourra être exigé de ma lignée. Ma main tremblait légèrement, car je misais tout sur cette unique et désespérée tentative. La Groache tendit sa main translucide vers la dent de Narval, ses doigts effilés, frémissant d'impatience cupide. Mais au moment où ses ongles nacrés allaient effleurer l'objet sacré, je retirai brusquement ma main et brisai simultanément la fiole d'eau bénite sur la relique. Un éclair doré jaillit de la dent mouillée, illuminant toute la grotte d'une lumière pure et aveuglante qui chassa instantanément les ténèbres surnaturelles. La créature poussa un hurlement de rage et de douleur qui fit trembler les parois rocheuses et souleva des gerbes d'écume. « Traître, parjure comme ton ancêtre, tu as détruit ce qui m'était promis. » Mais l'eau bénite avait activé le pouvoir dormant de la dent, créant autour de moi un cercle de protection que ses griffes acérées ne pouvaient franchir. Elle se débattait contre cette barrière invisible, ses traits parfaits, déformés par une fureur millénaire et impuissante. Le pouvoir de Saint Corentin te contraint et te lie, criai-je par-dessus ces imprécations qui résonnaient comme le fracas des tempêtes. Tu ne peux plus nuire à ma famille, ni exiger quoi que ce soit de ma descendance. La malédiction est brisée par la grâce divine et la justice équitable. La lumière dorée de la dent s'intensifia encore, repoussant les ténèbres de la grotte et révélant sa vraie nature. Un repaire sordide, tapissé d'ossements blanchis et d'algues putrides. La Groache comprit qu'elle était définitivement vaincue par la ruse et la foi combinées. Sa forme magnifique se dissolut peu à peu, révélant sa véritable apparence. Une créature décrépite, aux chairs verdâtres et aux yeux globuleux emplis de haine séculaire. Ce n'est qu'un répit temporaire, descendant maudit, siffla-t-elle de sa voix redevenue rauque et inhumaine. D'autres malédictions pèsent sur la Bretagne, et d'autres créatures que moi hantent ces côtes déchiquetées. Tu ne pourras toutes les fuir ni toutes les vaincre. Sur ces paroles de mauvais augure qui résonnèrent longtemps dans la grotte, elle disparut dans les profondeurs obscures de la caverne, emportée par un reflux surnaturel et violent. L'eau phosphorescente redevint normale et opaque, et les formations coralliennes illusoires s'évanouirent comme des mirages. Il ne resta bientôt qu'une caverne ordinaire, sentant le varech et l'iode, sans trace de la présence surnaturelle qui l'avait habitée. Je sortis de la grotte, en titubant, épuisé par cette confrontation qui avait mobilisé toutes mes forces physiques et mentales. La dent de Narval dans ma main avait perdu son éclat doré magique, redevenant simple ivoire, jauni par les siècles. Mais elle avait rempli sa fonction sacrée. La malédiction était brisée, et ma lignée était enfin libre du fardeau qui pesait sur elle depuis 3 générations. Je pouvais enfin rentrer à Paris et reprendre ma vie normale. Pourtant, en regagnant ma voiture garée sur la falaise, je ne pus m'empêcher de jeter un dernier regard vers l'océan qui s'étendait à perte de vue. Au large, des lumières verdâtres dansaient encore sous la surface des flots agités, témoignant de la présence d'autres créatures et d'autres mystères. La Groache avait dit vrai. Ce pays ancien recelait bien d'autres secrets dans ses profondeurs marines et terrestres. 3 mois ont passé depuis ces événements qui ont changé ma perception du monde
et de mes origines. J'ai repris mon travail de cardiologue à l'hôpital Saint-Louis, retrouvant mes patients et mes confrères qui n'ont rien remarqué de particulier dans mon comportement. Mes collègues attribuent ma fatigue persistante et mes moments d'absence au surmenage professionnel et aux gardes empilés sans prudence. Ils ignorent que mes nuits demeurent baignées de sel et de voix anciennes qui roulent comme une houle dans mes tempes. Dans mon appartement parisien apparaissent des auréoles salées au pied des murs, et l'évier exhale par instants une haleine d'algues. À l'hôpital, certains moniteurs cardiaques scandent des rythmes qui imitent les marées, comme si des cœurs lointains battaient au pas de l'océan. Un petit patient prénommé Malo m'a tendu un dessin où une femme aux cheveux verts sort d'une bonde entourée de poissons aux yeux vides. Il m'a chuchoté un mot breton qu'il ne pouvait pas connaître, puis il a souri avec cette gravité ancienne que seuls les enfants possèdent parfois. Ce même soir, une lettre m'attendait sous ma porte, le papier encore humide d'une pluie que Paris n'avait pas reçue. L'écriture du père Kérivin y courait d'une main tremblée, m'enjoignant de revenir, car des tombes du cimetière suintait une eau saumâtre que les anciens n'avaient plus vue depuis des générations. Je repris la route de Bretagne, avec l'impression de rouler vers un miroir tendu par mes morts. La ville s'effaça derrière moi comme un décor peint, et les pins maritimes se rangèrent le long de l'horizon avec une patience de cathédrale. Au manoir de Kermorgant, l'air avait l'odeur de la poussière réveillée et des tempêtes qui attendent leur heure. Le grand escalier grinça sous mon pas, comme s'il mémorisait encore la fuite de cette nuit-là. Dans la cave, je découvris l'ancien puits muré par des pierres grossières que je n'avais jamais remarquées, enfant. Entre deux joints, suintait une filet d'eau phosphorescente, et un rire trop léger pour être humain vibra un instant dans la maçonnerie. Je déposai la dent de narval, désormais terne, sur la margelle froide, puis je versai l'eau bénite offerte par le prêtre, en traçant un cercle hésitant. Les gouttes reculèrent comme des bêtes prises de stupeur, et la pierre prit une teinte plus sombre, presque apaisée. La nuit suivante, je veillais dans la chapelle du village, face à Saint Corentin, qui semblait écouter mes pensées avec une attention grave. Au 12e coup de l'Angélus, l'air devint plus clair, et la nef fut traversée par une procession d'ombres d'enfants portant des coquilles vides dans leurs paumes ouvertes. Ils passèrent devant moi sans bruit, les yeux débarrassés de leurs reproches, puis s'évanouirent comme une écume trop légère pour survivre sur la pierre. J'entendis alors, très bas, la voix d'une femme qui acceptait une trêve et qui demandait un gardien pour les grèves et les sources. Le père Kérivin posa une main ferme sur mon épaule et dit que certaines charges choisissent l'homme avant qu'il ne se choisisse lui-même. J'acceptai la veille comme on accepte une cicatrice, avec une reconnaissance secrète et une crainte raisonnable. Les jours suivants, nous scellâmes le puits avec des pierres venues de la falaise et des prières venues des siècles. Le manoir cessa de respirer comme une bête acculée, et les portraits retrouvèrent leur fixité de peinture. Sur la plage de Toulandaoulin, j'enterrai la relique blanchie là où la marée dépose parfois des troncs entiers d'arbres inconnus. Le sable vibra sous mes doigts, puis se referma avec la pudeur d'une plaie qui se sait enfin nettoyée. Je regagnai Paris allégé d'un poids qui n'était pas uniquement familial, avec la sensation de porter pourtant un vêtement invisible tissé d'embrun. Le monde ordinaire revint à moi, comme une lumière d'hiver, moins dure
qu'autrefois. Au service, les électrocardiogrammes reprirent des allures de collines sages, et Malo dessina des bateaux, au lieu de femmes, aux cheveux d'algues. Parfois, un filet d'iode flotte encore dans un couloir, mais il se dissipe dès que je touche le chapelet posé dans ma poche. Je sais que d'autres créatures existent et qu'elles ont la patience des pierres. Et je sais aussi que l'attente a ses limites lorsqu'un homme tient parole. Ma lignée a retrouvé le droit de vieillir sans compter les lunes. Et j'apprends la modestie silencieuse des guetteurs. Lorsque la cloche de l'église de Plougastel sonne dans ma mémoire, même au cœur de la capitale, je ferme les yeux et je réponds, en pensée comme on répond à un ami. Alors la rumeur des eaux se confond avec celle du sang, et je comprends que la paix n'est pas l'oubli, mais la veille consentie. Un matin pourtant, je découvris sur mon bureau une carte postale sans timbre, mouchetée de sel séché. 3 mots y étaient tracés d'une écriture fine, ni menaçante, ni tendre, simplement ancienne et attentive. Nous te voyons.